Bon, bien, je pense qu'on va commencer tout doucement. Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et tous. Je vais me présenter. Je suis Isabelle Raffestin, membre étudiante de l'Observatoire des profilages et je suis au doctorat en travail social à l'Université de Montréal sous la direction de Céline Bello et de Marie-Ève Sylvestre. Aujourd'hui, je vais avoir un rôle d'animatrice en fait de la séance, mais aussi je vais me permettre de vous essayer des fois de faire respecter le temps pour permettre vraiment le maximum d'échanges. Donc, si des fois, en fait, ça va être un peu long ou n'importe, je vais peut-être vous faire signe, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc, bienvenue au webinaire Pandémie, répression policière et judiciarisation de l'Observatoire des profilages. Nous reconnaissons au sein de l'Observatoire des profilages que l'UDM est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Totiaké, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Donc, je tiens à m'excuser, je m'étais entraînée pourtant pour essayer de pouvoir prononcer le nom de la nation comme il faut, mais je m'en excuse. Donc, petite consigne technique, en fait, je vous demanderai au début de fermer vos micros et vos caméras pendant les présentations, puisqu'en fait, on va enregistrer en fait les 2 premières présentations aujourd'hui, mais ensuite, vous allez être invité à les réouvrir, puisque la partie suivante, ça va être les échanges avec les partenaires et les périodes de questions et commentaires avec vous, membres du public. Donc là, ça ne sera pas enregistré, donc là, vous pourrez réouvrir vos caméras et vos micros. Juste une petite note, ce webinaire, en fait, est ouvert à toutes et tous, au grand public. Donc, par conséquent, il réunit des personnes qui proviennent de différents milieux. Il faut donc garder en tête, lors des échanges, qu'il est possible qu'il y ait différentes perspectives qui soient abordées. Donc, après ce petit laïus, en fait, je laisserai le mot de bienvenue à Céline Bello, qui est directrice de l'Observatoire des profilages. Pardon. Bonjour tout le monde et bienvenue donc à ce webinaire. En quelques mots, l'Observatoire des profilages est une structure partenariale avec plus de 30 chercheurs de multiples disciplines et d'universités, ainsi que d'une vingtaine de partenaires d'organismes et de regroupements en défense des droits. Et le mandat de l'Observatoire est de veiller et d'assurer une vigilance en fait sur les questions de profilage d'un point de vue pluriel, donc avec une étude sur l'ensemble des profilages, mais aussi dans une perspective intersectionnelle et intersectorielle. L'idée étant d'essayer de voir dans de multiples secteurs comme la protection de la jeunesse, la justice, la police, l'aide sociale, l'immigration, le logement, comment peuvent se jouer et se nouer des situations de profilage. On vise à la fois à comprendre les pratiques de profilage, les expériences des personnes et des communautés concernées, mais aussi les luttes contre le profilage. Et les profilages, pardon. Peut-être que ce que je dirais aussi sur ce webinaire en particulier et sur les études qu'on est en train de mener sur la judiciarisation de la pandémie, elle est née, en fait, ces études-là sont nées d'un besoin, en fait, des milieux de mieux comprendre ce qui se passait en matière de judiciarisation durant la pandémie. Donc, différents organismes partenaires de l'Observatoire ou non se sont associés à cette démarche-là. On a travaillé depuis maintenant plusieurs mois à obtenir des données, qu'elles soient policières et judiciaires, avec Véronique, Jacinthe et Hélène pour essayer de vous dresser un portrait et dresser un portrait de cette judiciarisation. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter. Dans certains cas, des résultats qui sont publics, dans d'autres cas, une annonce de résultats. Mais l'idée était beaucoup aussi d'échanger avec vous sur ce que vous vivez au quotidien ou vous avez vécu au quotidien en regard des judiciarisations. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues dans un premier temps et je la reprendrai tout à l'heure.
Donc, en fait, peut-être juste vous réintroduire un petit peu. Donc, dans la première partie du webinaire, on va vous présenter donc des travaux qui sont finalisés ou en cours à l'Observatoire des profilages, donc qui portent, comme disait Céline, sur la répression policière et la judiciarisation en lien avec la pandémie de Covid-19. Donc, on vous invite vraiment à rester avec nous, même après, en fait, les deux présentations, parce que, comme je vous disais tout à l'heure aussi, on va avoir la chance d'avoir plusieurs partenaires de l'Observatoire pour participer à un échange sur leur observation terrain dans une deuxième partie, en fait, de ce webinaire. Mais tout d'abord, en fait, je vais laisser la parole à Jacinthe Poisson et Véronique Fortin qui vont vous présenter le récent rapport intitulé « Une approche punitive alarmante face à la pandémie de Covid-19 ». Analyse et données policières. Pour vous situer, ces deux personnes, Jacinthe Poisson est professionnelle de recherche à l'Observatoire des profilages et Véronique Fortin est professeure à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et chercheur à l'Observatoire. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole, mesdames. Merci Isabelle. Alors bonjour à tous et toutes. On va vous présenter aujourd'hui brièvement un récent rapport publié qui s'intitule « Une approche punitive face à la pandémie de COVID-19, analyse des données policières ». Alors, une de mes collègues peut sûrement vous partager le lien du rapport en ligne dans le chat. Les co-auteurs sont Véronique Fortin, Hélène Lesagement et Céline Bello qui sont des nôtres aujourd'hui. Alors, dans la période d'échange, ils pourront également participer. C'est un rapport publié en partenariat avec la Ligue des droits et libertés, le Réseau des personnes seules itinérantes de Montréal, la Clinique Droit Devant, la Clinique Droit-Cité et la table des organismes montréalais de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs d'entre eux sont présents aujourd'hui pour l'échange qu'on va avoir après la présentation des rapports. Donc, restez tout au long du webinaire, ça va être bien intéressant. C'est un rapport qui repose sur des données obtenues par demande d'accès à l'information qui couvre 46 563 constats d'infraction émis en vertu des mesures sanitaires au Québec, donc dans l'ensemble de la province, entre le 21 septembre 2020 et le 3 octobre 2021, donc environ un an de pandémie de COVID-19. Ce qu'on a constaté en bref en étudiant ces données, c'est que le Québec a mis de l'avant une approche punitive dans sa gestion de la pandémie de COVID-19, ce qui veut dire que la police a remis énormément de constats d'infraction en lien avec les mesures sanitaires au Québec. La police a puni beaucoup et vite. Alors, le plan du rapport, qui va un peu orienter également notre présentation aujourd'hui, est affiché ici. Donc, on va faire une brève mise en contexte, vous parler de la méthodologie des données qu'on a obtenues et analysées, pour ensuite vous présenter les résultats, soit l'ampleur de l'approche punitive au Québec, les motifs des constats d'infraction qui ont été émis et qu'on a documentés, et ensuite ces données par région administrative à travers le Québec. Ça a bien changé d'une région à l'autre pour conclure ensuite. Alors, l'état d'urgence sanitaire, vous le savez, a été déclaré au Québec le 13 mars 2020. Depuis, a été renouvelé à tous les 10 jours par décret. C'est sous cet état d'urgence sanitaire-là que le gouvernement a eu le pouvoir d'adopter une série de mesures pour protéger la santé de la population par décret, par arrêté ministériel, donc en vertu de la loi sur la santé publique. Ce type de mesures-là, on peut penser aux interdictions de rassemblement intérieur, extérieur, on peut penser aux obligations de porter le masque, de garder une distance de 2 mètres, également l'obligation de présenter un passeport vaccinal pour accéder à certains lieux et aussi évidemment le couvre-feu dont on a beaucoup entendu parler pendant une période, 2 périodes en fait de la pandémie. Le non-respect de l'une de ces mesures sanitaires constitue une infraction pénale, c'est-à-dire que les policiers pouvaient intervenir et remettre un constat d'infraction pour non-respect de l'une des mesures sanitaires. L'amende prévue est de 1 000 à 6 000 $ dans la plupart des cas, une première infraction. C'est une amende de 1 000 $ et sur ça s'ajoutent les frais pour un montant de 1 550 $. Pour se donner peut-être une échelle de comparatif, rappelons-nous que l'aide sociale au Québec, la prestation de base en ce moment est de 681 $ par mois. Donc, c'est une amende très salée. Non seulement d'autres provinces ont choisi d'avoir des amendes moins élevées, mais les services policiers dans d'autres provinces ont comparativement remis moins de constats d'infraction pour non-respect des mesures sanitaires, selon les études disponibles pour l'instant qui ne sont pas complètes. Les études les plus complètes sont celles de l'Association canadienne des libertés civiles et du projet Policing the Pandemic, qui ont documenté dans un premier rapport qui portait sur la première vague de la pandémie de COVID-19, soit du 1er avril au 15 juin, que 66 % des constats d'infraction émis au Canada l'ont été au Québec, dans notre province.
Leur deuxième rapport, qui portait sur octobre à février 2020, donc la période subséquente, ils ont choisi de faire un taux par 1000 habitants. Et puis, on y constate là, dans les 5 provinces étudiées que le Québec avait un taux de remise de constat d'infraction 2 fois plus élevé que la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Seul le Manitoba là, dépassait la moyenne du Québec. Ça, c'est pour vous mettre un peu le contexte des études déjà existantes, des données déjà existantes. Maintenant, nos données à nous, dites des données policières, ont mené à la publication du rapport qu'on vous présente aujourd'hui. On dit données policières parce qu'elles ont été obtenues du ministère de la Sécurité publique. Ce sont donc les rapports d'infraction, les constats d'infraction compilés directement par les corps policiers eux-mêmes. Une petite note là-dessus, nos données portent autant sur les rapports que les constats, bien que tout au long de la présentation, on va parler des constats. Une petite note là-dessus, au tout début de la pandémie, les policiers pouvaient seulement remplir des rapports d'infraction qui seraient ensuite transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour autorisation. Un peu plus tard, ils ont eu le pouvoir d'émettre directement des constats d'infraction, dit donc des constats d'infraction abrégés, ceux qu'on connaît comme citoyens. Là, si on reçoit un constat de stationnement, par exemple, on reçoit le constat en main propre. Ils ont eu ce pouvoir de le faire en vertu des mesures sanitaires rapidement. Mais nos données contiennent toutes ces situations-là, donc autant des rapports d'infraction que des constats d'infraction. Mais pour une personne interpellée, le fait de recevoir le constat sur place ou un peu plus tard par la poste, ça revient, ça ne change pas grand-chose, ça fait peu de différence. L'intervention policière vécue elle-même est en soi punitive. Alors, méthodologie de nos données, je reviens à la période couverte. On a 1 an de données qui sont donc comprises dans notre étude du 21 septembre 2020 au 3 octobre 2021. Donc, c'est un portrait qui est en soi incomplet. Il nous manque les 5 premiers mois de la pandémie et il nous manque également la période plus récente. Mais bon, déjà 1 an de données, c'est intéressant. Les données qu'on a obtenues sont ventilées par semaine, par motif d'infraction, par catégorie de motif plutôt, et par région administrative. C'est dire que ces données sont bien limitées parce qu'elles ne nous permettent pas d'analyser qui ont reçu ces constats-là. On ne disposait pas des caractéristiques comme l'âge, le sexe, l'origine des personnes qui ont reçu les constats d'infraction, évidemment pas les conditions socio-économiques non plus des personnes qui les ont reçus. On n'a pas pu non plus analyser le traitement judiciaire subséquent des constats. Est-ce que les gens les ont contestés? Est-ce qu'ils ont été déclarés coupables? Est-ce qu'il y a eu des procès, etc.? On disposait seulement des données policières initiales. Donc, il y a vraiment nécessité d'analyse supplémentaire. Céline va nous glisser un mot là-dessus ensuite. On n'avait pas non plus d'informations détaillées sur les catégories d'infractions créées par le ministère de la Sécurité publique qu'on va vous présenter un peu plus tard. Si vous avez des questions là-dessus, on n'a peut-être pas toutes les réponses. C'est des catégories créées par le ministère lui-même. Alors, commençons. Les résultats de notre analyse, qu'on peut conclure de notre rapport, c'est l'ampleur inquiétante de l'approche punitive au Québec. En environ 1 an, c'est 46 563 constats d'infraction qui ont été émis en vertu des normes sanitaires. Ce que ça veut dire, c'est une moyenne de 123 constats par jour pendant cette période qui ont été émis au Québec. Mais l'évolution de la remise de constats au fil des semaines là, est particulièrement révélatrice. Donc, vous avez à l'écran un graphique qui présente le nombre de constats émis par semaine au fil de la période étudiée. On peut voir là, assez clairement sur ce graphique que c'est vraiment durant le printemps 2021 que le plus grand nombre de constats ont été émis par semaine, suivi de près par l'hiver 2021. Je vous fais apparaître une flèche là, qui vous montre, mais assez visuellement, on voit une différence marquée. Donc, c'est vraiment cette période-là où le plus haut nombre ont été remis. Comme on le verra plus tard, ça coïncide avec la mise en place du couvre-feu au Québec. La semaine là, où il y a eu le record de constats émis, c'est la semaine du 29 mars. Ici, encerclé, il y a eu en une seule semaine 2991 constats d'infraction remis au Québec. Bon, comme nous, vous demandez sûrement comment s'articule l'évolution de la pandémie elle-même, le nombre de cas de COVID-19, par exemple, avec cette évolution-là du nombre de constats d'infraction. On a une réponse très partielle pour vous aujourd'hui, mais tout de même. Voici à l'écran un graphique qui vous présente le nombre de cas de COVID par semaine, de nouveaux cas de COVID par semaine, pardon, en rouge, et le nombre de constats d'infraction en noir. D'abord, une mise en garde bien importante. On peut utiliser ce graphique pour contextualiser la remise des constats d'infraction.
avec le nombre de nouveaux cas de COVID-19 par semaine, mais on ne peut pas en tirer de corrélation, de lien de causalité. On ne pourrait pas, par exemple, observer l'effet de l'émission des constats d'infraction sur le nombre de nouveaux cas, par exemple. Donc, ça nous sert à contextualiser, mais attention avec les interprétations qu'on peut en faire. Brièvement, on peut commenter. Vous voyez durant l'automne 2020 que le nombre de nouveaux cas de COVID-19, donc la ligne rouge, a augmenté graduellement, mais que le nombre de constats d'infraction est resté relativement bas, donc la ligne noire. Il y a eu un sommet là, du nombre de cas de COVID durant la période étudiée qui était de 17 827 cas. Ça, vous voyez, c'est le pic de la ligne rouge le plus haut durant la semaine du 28 décembre 2020. Pourtant, cette même semaine, le nombre de constats était resté très bas, donc de 271 constats en une semaine. Ensuite, on observe une baisse importante du nombre de nouveaux cas de COVID-19 durant l'hiver 2021, mais le nombre de constats émis par semaine est resté très haut durant cette période, en raison notamment du couvre-feu dans l'ensemble de la province. Donc, on voit que malgré la baisse du nombre de cas de COVID, le nombre de constats d'infraction est resté très élevé. La semaine où il y a eu le plus de constats d'infraction d'émis, dont je vous ai mentionné brièvement le 29 mars, c'était le week-end de Pâques. Ça coïncide tout de même avec une certaine augmentation des cas de COVID-19, donc le deuxième pic que vous pouvez observer. Et pour continuer avec le printemps, de nouveau, une baisse de cas COVID durant le printemps 2021, mais le nombre de constats d'infraction est resté très élevé durant plusieurs semaines jusqu'au retrait du couvre-feu, comme on va en discuter un peu plus tard. Finalement, l'automne 2021, on voit une remontée de nouveaux cas de COVID-19. Pourtant, le nombre de constats est resté très, très bas. À cette époque, on n'avait pas de couvre-feu. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Véronique pour vous parler des motifs des constats d'infraction et des régions où ils ont été émis. Et bonjour tout le monde. On peut passer à l'autre diapo. Donc, pour les données reçues, là, comme on vous disait, c'est des catégories là, qui ont été faites par le ministère de la Sécurité publique. Donc, on n'a pas vraiment de détails, mais les catégories qu'on a reçues, nous, sont couvre-feu. Bon, ça, c'est quand même assez évident. Résidence privée, donc rassemblement dans des résidences privées, rassemblement dans des lieux publics, manifestations, commerce, établissements licenciés, quarantaine, frontières Québec-Ontario, passeport vaccinal. Et autres, là, qui est un petit, qui est assez minime quand même. On n'a pas de détails sur les catégories, mais bon, on peut imaginer, là, surtout les plus grandes, donc couvre-feu, résidence privée lieux publics, là, qui sont les rassemblements dans résidence privée, rassemblements dans lieux publics. Ce qu'on remarque, là, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une grande majorité c'est-à-dire un grand nombre de constats, qui n'est pas une majorité, mais qui est quand même un grand nombre de constats qui est pour couvre-feu. Donc, on a 22 544 constats pour non-respect du couvre-feu. C'est 48,4 % des constats dans l'ensemble du Québec. C'est le motif le plus utilisé. Et ce, pourtant, même si le couvre-feu, là, comme on vient de le voir, était en vigueur seulement 5 mois à peu près, là, entre le 9 janvier 2021 et le 28 mai 2021. Pour les rassemblements dans les résidences privées, on est à 31,9 %, 14 856 constats. Et pour les rassemblements dans les lieux publics, on est à 4,6 %, donc 2161 constats. Les autres motifs là, forment à peu près 15 % de l'ensemble des constats qui restent. Si on regarde, on peut passer à l'autre diapo, si on regarde l'évolution au fil des semaines, donc un peu ce qu'on vient de voir là en fonction des semaines, mais ici par catégorie d'infraction, les 3 principales là, qui nous intéressent. Couvre-feu, c'est la ligne rouge. Rassemblement résidence privée, c'est la ligne verte. Et puis rassemblement lieu public,
c'est la ligne bleue. On voit là que si à l'automne et au début de l'hiver 2020, là, le nombre de constats était quand même assez bas, puis c'était les constats pour résidences privées, rassemblement dans des résidences privées qui dominaient. Dès l'entrée en vigueur du couvre-feu, il y a une grande augmentation, c'est le pic rouge, là, et puis on voit là, que finalement le couvre-feu, les constats pour couvre-feu là, sont beaucoup plus importants. Il y a autour là, de la semaine de Pâques le pic vert, là, qui sont en fait les constats pour rassemblement dans les résidences privées, là, qui est à peu près équivalent. Oui, merci. Mais sinon, voilà, c'est ça. L'évolution est assez importante pour la période du couvre-feu. Et puis finalement, quand le couvre-feu est enlevé, on voit une baisse drastique là, des constats couvre-feu, mais aussi des autres constats, là, aussi les résidences privées. Merci. Si on peut passer à l'autre diapo. Donc, quand on s'intéresse spécifiquement à la catégorie couvre-feu, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je l'ai dit tantôt, 22 544 constats. Pour le dire autrement, c'est 162 constats pour non-respect du couvre-feu en moyenne émis par jour pendant la durée qu'il était en vigueur. Ce qu'on voit aussi dans ce tableau-ci, ce sont les régions administratives, donc la carte des régions. En rouge, plus le rouge est foncé, plus le taux par 100 000 habitants de constat d'infraction pour couvre-feu est élevé, et plus c'est pâle, plus le taux est bas. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que du plus répressif au moins répressif en termes de constat de couvre-feu, on a Montréal qui est quand même la région pour laquelle le taux par 100 000 habitants est le plus élevé, donc 391,3. Montréal, Estrie, Mauricie, Abitibi, Outaouais, là, des régions où le nombre de constats par 100 000 habitants, là, donc par la population, est très important. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, en même temps, c'est juste une hypothèse, là, mais la densité de la population n'explique pas à elle seule la sévérité de l'application du couvre-feu. Oui, Montréal, mais en même temps, on a Laval, qui est quand même assez important, une région là, pour laquelle la densité est assez importante et pour laquelle la moyenne, non, c'est-à-dire le taux par 100 000 habitants est en dessous de la moyenne. Abitibi, Côte-Nord aussi au-dessus de la moyenne, alors que Nord du Québec, Bas-Saint-Laurent, fortement en dessous de notre moyenne par 100 000 habitants. Donc, on peut imaginer qu'il y a aussi une question d'activité policière là, dans certaines régions en fonction du couvre-feu. Si on passe à l'autre diapo, merci. Ici, on a les cartes pour les deux autres catégories, donc rassemblement dans les résidences privées, rassemblement dans les lieux publics. Pour rassemblement dans les résidences privées, c'est dans les régions des Laurentides, de Lanaudière et du nord du Québec que le plus de constats ont été émis. En fait, non, je recommence ma phrase. Pour ces régions-là, donc pour Laurentides, Lanaudière, nord du Québec, il y a plus de constats qui ont été émis pour rassemblement interdit dans les résidences privées plutôt que pour non-respect du couvre-feu, qui est habituellement là, la catégorie championne par région. Mais si je m'intéresse au taux par 100 000 habitants, alors là, c'est dans la région des Laurentides que les corps policiers ont eu le plus recours au motif de constat d'infraction, rassemblement pour résidence dans une résidence privée. Donc, on est à 293,7 sur 100 000 habitants. À Montréal, on est à 235,8 par 100 000 habitants. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 230,8 et Lanaudière, 201. Donc, voilà pour rassemblement
privées. Petite note sur les rassemblements dans les résidences privées, en fait, c'est qu'on imagine que pour que les policiers puissent intervenir parce qu'il y a un rassemblement interdit dans une résidence, il faut qu'il y ait eu une dénonciation. Donc, ça, c'est peut-être à garder en tête parce que sinon, on imagine en fait que c'est à l'abri des regards, contrairement pour rassemblement lieu public. On s'est demandé aussi pourquoi la région des Laurentides. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de lieux de villégiature, de chalets et qu'il y a eu plus d'activités, en fait, de constats d'infraction remis pour des personnes qui étaient dans la région mais ne venaient pas de la région, n'étaient pas domiciliées dans cette région-là, qui ferait en sorte que nos taux par 100 000 habitants là, étaient plus élevés. C'est une hypothèse. Pour les rassemblements lieux publics, on a ici les régions Laurentides, Laval, Côte-Nord qui ont des taux de constat d'infraction par 100 000 habitants les plus élevés pour cette catégorie-là, alors que Montréal, ici, assez étonnamment pour nous, là, a un taux de constat par 100 000 habitants de 21,7 qui est en deçà de la moyenne provinciale qui est à 26. Donc, ici, on a plus de constats par 100 000 habitants qui ont été remis dans les régions Laurentides, Laval et Côte-Nord, plus que Montréal, en tout cas. Donc, voilà par catégorie, si on regarde dans l'ensemble la répression policière par région administrative en lien avec la COVID, ce qu'on voit, la ligne rouge qu'on voit ici, c'est la moyenne québécoise. Donc, là, c'est l'ensemble des constats. Et on a un taux de constat par 100 000 habitants à 469 constats, 469,6. Ça, c'est la moyenne québécoise. Donc, on voit que les régions de Montréal, Laurentides, Estrie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais sont pas mal en haut de la moyenne. Mais surtout pour Montréal et Laurentides, les autres sont à peu près sur la moyenne. Et ensuite, Laval, Centre du Québec, Lanaudière, Montérégie, Capitale-Nationale, en dessous de la moyenne. Montréal, ça reste la région où le taux est le plus élevé. On est à 813,3 constats par 100 000 habitants, suivi de près par les Laurentides, 785,3. Pour le dire autrement, là, Montréal, la région représente un peu moins du quart de la population totale de la province, mais plus du tiers des constats y ont été émis. Là. On est à 23,5 de la population, et alors qu'on est à 35,4 des constats qui ont été émis. Dans les Laurentides, c'est 7,5 des Québécois qui vivent dans les Laurentides, puis c'est 10,9 des constats qui ont été émis. Donc, c'est juste une autre façon là, de faire la relation entre le poids démographique de la région et le nombre de constats là, absolus qui a été remis. Montérégie, ici, on a un taux par 100 000 habitants à 392,6 qui est sous la moyenne québécoise. Alors qu'on imagine quand même que la Montérégie là, a une densité importante. Il a été un des épicentres, là, Montérégie, Laval aussi, là, avec Montréal, à un certain moment, était l'épicentre de la pandémie là, pendant la période à l'étude. Mais c'est Montréal qui a eu l'action répressive la plus fortement marquée. Donc, on voit qu'il y a peut-être aussi un choix des corps policiers ici. Si on passe à l'autre diapo, voilà, c'est le visuel de ce que je viens d'expliquer, en fait. Donc, la carte avec en rouge plus foncé les plus hauts taux par 100 000 habitants, alors qu'en rose plus pâle, les taux plus faibles. Si on va au portrait par région administrative, donc ici, en fait, on a une espèce de photo d'instantané des données pour la région de Montréal.
Donc, la ligne en bleu dans le tableau du haut montre la région en fonction de l'ensemble des constats qui est la ligne en verte, la distribution par catégorie et en pourcentage, puis à gauche en nombre absolu. J'attire votre attention ici sur les 16 476 constats qui ont été remis à Montréal pendant la période à l'étude. Juste pour vous donner une idée, là, à titre de comparaison, en 2019, donc on est avant la pandémie, le service de police de la Ville de Montréal avait remis 12 586 constats d'infraction en vertu des règlements municipaux de loi provinciale ou de loi fédérale. Mais on enlevait les infractions liées à la sécurité routière. Donc, 2019, 12 586 constats d'infraction pour une année. Notre période à l'étude, de septembre 2020 à octobre 2021, donc à peu près une année, on est à 16 476 constats d'infraction juste pour la loi sur la santé publique. Couvre-feu, 48,1 %, résidence privée, 29 %, rassemblement interdit, lieu public, 2,7 %. Ça, c'est pour Montréal seulement. Bon. Qu'est-ce qu'on interprète de tout ça? En fait, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces chiffres-là? Au Québec, avec l'approche punitive, on a fait le choix de la punition et du discours du blâme et de la responsabilité individuelle. On a passé par une répression policière et une utilisation du droit pénal, donc les constats d'infraction, pour gérer la pandémie. Mais d'autres juridictions ailleurs au Canada puis ailleurs dans le monde ont fait le choix d'une autre approche, peut-être un discours qui est plus, ou une approche qui serait plus fondée sur la compassion, l'éducation, la promotion des mesures sanitaires, la prévention de la transmission. Ailleurs, on a pu choisir de, en fait, miser sur une responsabilité collective puis des solutions plus structurelles puis quand je parle de solutions structurelles, peut-être juste de penser à la ventilation dans les écoles, par exemple. Alors qu'au Québec, on a puni beaucoup et on a choisi de, en fait, mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. Encore une fois, on le dit, nos données ne permettent pas de tracer le portrait des personnes ayant reçu les constats. Donc, on ne sait pas qui a reçu les constats. Ce qu'on sait, c'est que quand on choisit l'approche punitive, ça a des conséquences. Puis ça a des conséquences qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. En fait, une amende de 15 000, non pas 15 000 quand même, 1 550 $, ce n'est pas subi de la même manière par tous et toutes. Hein? Personnes qui ont des faibles revenus ne seront peut-être pas en mesure de payer cette amende-là qui est assez importante. Et les conséquences, ça peut mener, ça reste à voir, là, mais ça pourrait mener à l'emprisonnement pour non-paiement d'amende qui existe encore au Québec, quoique il a été restreint un peu dans les dernières années, mais qui est une possibilité pour les constats d'infraction non payés pour lesquels, en fonction en fait, de la loi sur la santé publique. Puis ce qu'on sait de nos recherches passées, de la littérature également, c'est que les personnes qui payent le prix le plus important en termes de conséquences des interactions policières, c'est immanquablement les personnes issues des communautés marginalisées, des communautés racisées. Donc, ces constats d'infraction-là, qui sont nombreux, n'ont certainement pas les mêmes conséquences pour tous, même si nous, on ne peut pas dire qui a reçu les constats. Donc, en terminant, je dirais que pour le dire autrement, en fait, là, entre le 21 septembre 2020 et le 3 octobre 2021, le Québec a choisi de faire de la crise de santé publique une crise de sécurité publique qui a été gérée par des corps policiers 46 563 fois le nombre de constats d'infraction. Donc, je m'arrêterai ici. Je passerai la parole à Céline qui va nous donner un aperçu d'un autre jeu de données, en fait. Alors, merci. Alors, moi, j'arrive sur
à la fois des données judiciaires. Donc, dès le début de la pandémie, ou en tous les cas, après quelques mois, on a demandé au ministère de la Justice du Québec des données sur la judiciarisation de la pandémie, donc sur ce qui se passait après l'émission des constats d'infraction. On a eu 2 banques de données, une première qui concerne la première vague que je vais vous donner et un aperçu dont je vais vous présenter certains résultats et un aperçu des données jusqu'en juin 2021 que nous sommes en train d'analyser. Il faut comprendre que l'obtention de ces données, non seulement il faut attendre à peu près 6 mois pour que les données soient enregistrées au ministère de la Justice, mais il faut encore que le ministère de la Justice fasse des extractions et qu'ensuite nous fassions nos analyses. Donc, nous sommes en train de finaliser les données de juin 2020 à juin 21, donc qui comprennent le couvre-feu. Mais on souhaitait, comme une forme de bande-annonce, vous donner quelques éléments de ce qu'on a pu constater dans la judiciarisation de la première vague. On peut changer donc, peut-être rappeler, et Véronique et Jacinthe l'ont nommé, mais que les populations vulnérables avant la pandémie l'ont certainement été encore plus pendant la pandémie et que chaque fois qu'on utilise une approche punitive, il y a des effets disproportionnés, à tout le moins des effets disproportionnés sur ces populations marginalisées et racisées, et que très certainement, il y a aussi éventuellement un traitement différentiel. Montrer aussi que la loi de la santé publique, en fait, Jacinthe et Véronique vous ont dit que le ministère de la Sécurité publique reprenait ça en 9 catégories. Mais quand on arrive au ministère de la Justice, où on a une donnée sur l'ensemble des motifs, en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu plus de 200 infractions qui ont été créées durant la pandémie, toutes sortes d'infractions que la grande majorité cible des personnes privées, donc des personnes, des citoyens qui auraient eu un constat d'infraction pour rassemblement, pour couvre-feu ou pour manifestation, et qu'il y a très très peu en fait eu d'application, mais il y en a quand même dans les commerces, les lieux sportifs, les lieux de culte, etc. Donc, c'est vraiment les personnes privées qui ont fait l'objet de cette judiciarisation. La tension aussi entre sécurité publique et santé publique qui n'est pas nouvelle, hein. On sait que dans toutes sortes de contextes, le recours à la sécurité publique et au judiciaire pour intervenir auprès de populations marginalisées et racisées n'est pas souhaitable en regard des priorités de santé publique. Et les exacerbations des inégalités durant la pandémie, il y a eu de nombreuses études qui ont montré effectivement que tant les personnes qui ont fait l'objet des confinements, des mesures sanitaires, etc., ont les inégalités sociales prévalentes avant la pandémie se sont exacerbées et que donc on rajoute à ces inégalités qui se sont exacerbées le poids finalement et le fardeau de la judiciarisation. Pour rappel aussi, Véronique l'a mentionné, mais il y a dans de nombreuses villes, il y a eu des améliorations sur la judiciarisation auprès de populations à faible revenu, notamment dans les cours municipales. Mais là, on est sur une loi de santé publique, donc c'est la Cour du Québec. Et en fait, toutes les alternatives qui ont été créées, et vous allez peut-être en présenter, toutes les collaborations que vous pouvez avoir en cour municipale, mais là, elles n'existent pas dans la Cour du Québec. De la même façon qu'on se questionne sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, il faut comprendre que les corridors d'alternatives ne sont pas créés à la Cour du Québec. Et donc là, il y a un enjeu en termes de défense des droits parce que jusqu'à présent, on est vraiment dans un contexte de judiciarisation. C'est comme si on remontait 20 ans en arrière par rapport à ce qu'on a vécu sur les réglementations municipales. Vas-y, tu peux changer de diapo, Jacinthe. Peut-être ce qu'on peut évoquer aussi, c'est qu'on a fait d'autres études durant la pandémie, notamment avec des données qualitatives, tant en rencontrant des personnes en situation d'itinérance qu'en rencontrant des acteurs en itinérance. Et les personnes qu'on a rencontrées évoquent souvent la peur de la judiciarisation pour justifier finalement leur désarroi par rapport aux mesures sanitaires et notamment dans le contexte des premiers confinements où tout s'est refermé et que ces personnes-là avaient à la fois peur, parce que rendues plus visibles, peur d'une judiciarisation habituelle dont elles étaient l'objet, mais aussi de cette peur nouvelle d'une judiciarisation via la santé publique. On a réalisé aussi un sondage auprès des acteurs et actrices en itinérance qui montre qu'effectivement, il y a eu dans certaines villes un basculement
vers des réglementations municipales vers celles de santé publique, puis un retour, notamment après l'exemption du couvre-feu, un retour vers une judiciarisation habituelle utilisant les réglementations municipales. On vous a montré qu'il y avait 16 000 constats à Montréal, par exemple, par rapport à 12 000 en 2019, mais on voit dans le point de vue des acteurs qu'il y a eu un jeu entre qu'est-ce qui était possible via la santé publique ou qu'est-ce qui était possible via les habituelles réglementations municipales. Même dans l'exemption du couvre-feu, il faut comprendre que l'arrêt avait présenté une vision étroite de l'itinérance, une vision qui était associée à l'absence d'un chez-soi ou l'absence d'une domiciliation, alors qu'on sait très clairement que l'itinérance est beaucoup plus complexe et large que simplement l'absence d'adresse. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui demeurent avec une vie, notamment une vie nocturne, même s'ils sont domiciliés depuis peu, demeurent avec un besoin en fait de maintenir une vie nocturne. Or, ces gens-là, parce qu'ils étaient domiciliés, ne bénéficiaient pas de l'exemption du couvre-feu et étaient à risque de judiciarisation. Et enfin, simplement pour mention, mais le couvre-feu a eu aussi des conséquences pour des personnes qui n'étaient pas nécessairement en situation d'itinérance, mais des personnes qui pouvaient consommer des drogues ou inhaler des drogues et qui avaient de la difficulté à avoir accès au matériel d'injection et aux sites d'injection. Ça, c'est ce que révèlent nos données qualitatives. Donc, à la fois une peur des personnes en situation d'itinérance, mais des acteurs qui nous ont mentionné effectivement des défis de la judiciarisation, tant celles habituelles que celles liées à la santé publique. Nos données judiciaires, donc nous avons des données sur la première vague, donc du 13 mars au juin 2020, et nous avons en cours d'analyse plus de 26 000 constats d'infraction que nous a remis donc le ministère de la Justice pour la période de juin 20 à juin 21. C'est tout un défi d'analyser ces données. D'abord parce qu'il n'y a pas de données ethno-raciales. Hein. Le Québec a fait le choix ni d'identifier la donnée ethno-raciale dans la question de la judiciarisation, ni même dans les données épidémiologiques. Donc, il est excessivement difficile de savoir en fait auprès des populations racisées, quelles sont les populations qui ont été plus victimes en termes épidémiologiques de la COVID, mais aussi qui ont fait l'objet de judiciarisation. Mais on a quand même la possibilité de faire des analyses par territoire, donc en fait, quelles étaient les adresses des personnes judiciarisées. Et donc, ça veut dire qu'il faut, et d'où le défi de la structuration de la donnée et du temps mis par Hélène sur cette structuration. À chaque constat d'infraction, on a l'adresse de la personne, il faut traduire son constat d'infraction par une catégorisation dans un territoire. Et donc, c'est à travers les territoires qu'on va savoir où il y a eu le plus de judiciarisation. L'âge, et finalement, pour les personnes en situation d'itinérance, on utilisera notre classique habitude de regarder si elles ont donné une adresse d'un organisme en itinérance. Donc, ça sera de toute façon que des points d'iceberg qu'on ne pourra donner ultimement, mais ça permettra de montrer quand même un certain nombre de choses. Et enfin, il y a un écart entre les données policières et les données judiciaires en termes de nombre. Donc, il y a eu des constats d'infraction remis par des policiers qui correspondent à 46 000 interactions dans nos banques de données. On a actuellement plus de 26 000. Donc, il y a un écart entre ces données qui s'explique à la fois parce que les périodes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais aussi certainement parce qu'il y a eu des jeux d'enregistrement, mais aussi certainement des abandons de poursuites. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de documenter aussi auprès des ministères. C'est beau. Alors, notre échantillon de la première vague, la première vague donc du 30 mars au 13 juin, c'est plus de 4 719 constats d'infraction et notamment 1 900 qui ont été remis dans le district judiciaire de Montréal, ce qui signifie plus de 40% en fait des données de cette première vague. Donc, c'est quand même dès le départ, et c'est ça qu'il faut noter dans les données, c'est que dès l'instant où on a finalement déclaré la pandémie, ou quasiment,
on a mis en place une approche punitive avec l'émission de constats d'infraction. Donc, très rapidement, en fait, les corps policiers vont recourir à ces infractions-là pour judiciariser des personnes et que c'est notamment à Montréal que va se faire davantage. Pour rappel, c'est 23% de la population et non, on est à 40% dans cette première vague-là. Donc, très rapidement, la police de Montréal a mis en place une approche punitive en regard de la santé publique. Si on regarde les données montréalaises, donc, on voit très clairement que c'est le mois d'avril, en fait. Donc, dès le début de la pandémie, rappelez-vous, c'est il y a longtemps, on pense l'avoir oublié, mais avril, c'est la période où le confinement était le plus total, où les écoles étaient fermées, les commerces étaient fermés, tout le monde était en télétravail, tous les lieux, les espaces publics comme les commerces, les centres commerciaux, tout était fermé et donc où sur Montréal, une population en situation d'itinérance s'est trouvée particulièrement démunie et très visible parce que complètement dans l'espace public, mais c'est une période où il y a eu aussi beaucoup de constats d'infraction qui ont été remis. Quand on regarde les motifs de ces infractions, on constate en fait que sur les données montréalaises, 96% des constats sont pour rassemblement dans les lieux publics ou dans les lieux privés. Donc, il y a très, très peu de constats, et là, il n'y a pas le couvre-feu encore dans cette période-ci, mais il y a très peu de constats qui sont émis autrement que pour rassemblement privé, pour rassemblement public. Et sur l'âge des personnes judiciarisées, peut-être juste habituellement, quand on regarde les données judiciaires, c'est les 18-30 ans qui sont la catégorie la plus importante. Là encore, cette catégorie représente plus de la moitié des constats d'infraction. Mais j'attire votre attention sur les plus de 60 ans qui ont reçu pour 17,2% des constats. Et ça, on le voit à travers à peu près toute la période. Donc, il y a eu comme un groupe d'âge qui est habituellement pas judiciarisé, mais qui, dans le contexte de la santé publique, l'a été tout particulièrement, sont les personnes âgées. Plus âgées, en tous les cas. On va dire plus âgées, plus de 60 ans. Quand on regarde comment se distribuent ces constats remis par 100 000 habitants selon les arrondissements et les villes défusionnées à Montréal, on voit très clairement, là encore, c'est le même code de couleur, plus c'est foncé, plus il y en a. On voit clairement qu'il y a une bande autour de Montréal-Nord à Ville-Marie qui va dessiner en fait les quartiers où il y a eu le plus de judiciarisation. Donc, de Montréal-Nord à Ville-Marie. Et on peut imaginer que c'est dans ces quartiers-là qu'effectivement, il y a à la fois des quartiers qui sont des quartiers reconnus pour leur multiethnicité, mais aussi des quartiers qui sont reconnus comme Ville-Marie pour une présence importante de personnes en situation d'itinérance. En conclusion, il est clair que, et les données qu'il s'agit un peu d'une bande-annonce sur ces données-là, mais qu'il y a de grandes préoccupations à avoir sur les territoires et les arrondissements défavorisés en regard de la judiciarisation. Cette judiciarisation, on vous l'a dit, la plupart des constats d'infraction sont à 1 500 $ d'amende. Voire plus quand ils vont être convertis en termes de jugement. Donc, il y a un poids. Il faut quand même, tout à l'heure, on vous a fait l'analogie avec l'aide sociale, mais il faut aussi se rappeler que le gouvernement fédéral estimait que pour répondre à des besoins minimaux, il fallait 2 000 $, c'était le montant de la PCU. Or, un constat d'infraction, lorsqu'il va être judiciarisé et jugé, correspond finalement de très proche à la PCU. Et si tous ces constats ont été mis dans des quartiers les plus défavorisés, on peut imaginer le poids financier et le fardeau financier tant individuel que collectif qui risque de peser sur ces quartiers-là et sur les personnes qui ont été judiciarisées. Un rapport qui va venir sur ces données judiciaires, donc qui vont permettre de caractériser à la fois la situation montréalaise, mais la situation dans l'ensemble du Québec. Et on a un certain nombre de données qui peuvent être de la même façon que Véronique et Jacinthe vous ont montré à quel point dans certaines régions où on pense qu'il y a eu beaucoup de pandémies, il y a eu peu de constats d'infraction comparé à d'autres régions
ou c'est l'inverse. On voit là aussi dans ce qu'on est en train de faire de manière préliminaire, de voir que certaines villes ont fait l'objet de judiciarisation beaucoup plus importante que d'autres villes, sans égard pour la densité de la population, l'état de l'épidémie, etc. Donc, il y a eu des choix du gouvernement québécois d'aller vers une approche punitive de manière globale, mais encore dans la mise en œuvre, il y a certainement eu des choix locaux et régionaux d'intervention de plus ou moins répressives, dépendamment des régions et des villes, sans égard pour l'état de l'épidémie, sans égard pour l'état de la situation. On a par exemple des régions qui sont restées très longtemps en zone jaune, où il y avait très peu de cas de COVID, qui par ailleurs ont eu une judiciarisation relativement importante, notamment en regard du couvre-feu des rassemblements. Et clairement, les routes des alternatives et les routes de la défense des droits ne sont pas si évidentes que ça, parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas des cours municipales, ça va être une cour du Québec. Comment défendre les droits au plan individuel des personnes? Il y a eu quand même, en fait, dans la première vague, il y avait 30% des gens qui avaient contesté leur constat d'infraction. Et on peut imaginer que c'est à peu près le même poids dans les données suivantes. Comment on peut accompagner ces personnes-là dans leur défense des droits individuels, mais aussi de manière collective, comment on peut travailler à soutenir les communautés qui ont finalement le fardeau le plus lourd de la pandémie et le fardeau le plus lourd de cette judiciarisation. Alors, l'occasion de ce webinaire, c'est aussi d'échanger avec vous de vos expériences, de ce que vous avez vécu sur le terrain, mais aussi de ce que vous imaginez pouvoir être des solutions et des possibilités d'accompagnement pour faire face à cette judiciarisation. Merci. Bien, merci beaucoup à vous trois. Donc, en fait, maintenant, on va pouvoir arrêter l'enregistrement. Puis, je vais vous demander si vous voulez réouvrir vos caméras et vos micros.